Bonsoir. Ah, ça marche. Oui. Il y a plusieurs années, je vivais en Italie. Je venais de me marier avec mon mari français et ensemble, nous avons déménagé dans une superbe petite ville proche de Venise. Un jour, j'ai regardé les infos et les journalistes ont annoncé les résultats d'un sondage intriguant. De quoi les enfants italiens avaient-ils le plus peur? De quoi aviez-vous le plus peur quand vous étiez petit? Eh bien, ceux dont les enfants italiens avaient le plus peur, ce n'était pas de perdre leurs parents, ni de se perdre, ni du noir. Ce qu'ils craignaient le plus, c'était les extracomunitari, les immigrants de l'extérieur de l'Union européenne. Les enfants en Italie avaient plus peur des immigrants que du traditionnel père fouettard. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais une extracomunitaire, puisque je suis brésilienne. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai rédigé un mémoire sur l'immigration et de nombreuses études démontraient l'impact positif de l'immigration sur l'économie italienne. Je me suis dit, comment une chose aussi positive d'un point de vue strictement rationnel peut-elle être perçue comme étant une chose aussi négative d'un point de vue émotionnel? Depuis, je suis fascinée par les rapports des êtres humains à la différence. Et au cours de ma vie professionnelle, j'ai remarqué que ce sont souvent les personnes les plus différentes de moi qui m'ont le plus fait grandir. Et c'est ainsi que je suis devenue Madame Diversité. La diversité, c'est le mélange des différences humaines, visibles et invisibles. Il y a des différences qui sont assez évidentes, comme celles liées au genre, à l'âge, aux origines. Il y a des différences qui sont plus subtiles, comme celles liées aux différents types de personnalités, comme celles liées aux différents types d'orientation sexuelle, à certains types de handicaps. L'inclusion, c'est une culture dans laquelle on se sent valorisé et libre d'être soi-même, même quand on est différent de la majorité. La diversité et l'inclusion me font penser à la bonne cuisine. La diversité, ce sont les ingrédients, et l'inclusion, c'est la recette pour mélanger les ingrédients de telle sorte que le résultat final soit un plat délicieux dans lequel les ingrédients se marient bien tout en révélant leur meilleure saveur. Et dans les entreprises, j'ai retrouvé un paradoxe similaire à celui de l'Italie. De nombreuses études montrent que la diversité et l'inclusion peuvent améliorer les ventes, la motivation, la productivité, l'innovation et même les résultats financiers des entreprises. Par exemple, selon Catalyst, les entreprises avec plus de femmes dans les postes de direction sont en moyenne 34% plus rentables. Selon McKinsey, les entreprises avec plus de diversité ethnique sont en moyenne 35% plus profitables. Pourtant, les entreprises ont beaucoup de mal à avancer dans ces domaines. Pourquoi? Souvent, on évoque la culture d'entreprise comme étant l'un des facteurs qui empêchent les entreprises de promouvoir la diversité et l'inclusion, un des obstacles majeurs. Mais qu'est-ce que c'est qu'une culture d'entreprise? Dit simplement, une culture d'entreprise, c'est la façon dont les gens interagissent au sein d'une organisation donnée. Il n'y a pas de culture d'entreprise en dehors des personnes qui la font. Pourtant, j'ai interviewé des milliers de collaborateurs et des salariés, des personnes dans différents secteurs et de différents pays. Et souvent, quand les gens parlent de leur culture d'entreprise, ils en parlent comme si c'était quelque chose de séparé d'eux-mêmes, comme s'ils y étaient pour rien.
En ce qui concerne la diversité et l'inclusion, quand je demande aux collaborateurs, qu'est-ce que vous faites, vous, pour contribuer à un environnement de travail plus ouvert à tous? Ils me disent, il faut voir ça avec les managers. Je vais voir les managers, je leur pose la même question et ils me répondent, il faut voir ça avec la direction. Je vais voir les directeurs et qu'est-ce qu'ils me disent à votre avis? Très bonne question. Il faut voir ça avec la direction des ressources humaines. Et vous savez ce qu'ils me disent souvent, les directions des ressources humaines? Cela dépend vraiment, vraiment du management. Et ainsi de suite. La vérité, c'est qu'il y a une chaîne de responsabilités. Personne ne peut à lui tout seul créer une culture inclusive. Mais chacun d'entre nous a un rôle à jouer, car nous avons tous une zone d'influence. Alors bien sûr, plus vous avez des responsabilités, plus cette zone d'influence est importante. Mais chacun d'entre nous a une zone d'influence. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont 2 actions simples, à la portée de tous, pour favoriser la diversité et l'inclusion en entreprise. 2 actions que vous pouvez prendre dans n'importe quelle organisation et quel que soit votre statut. 2 actions qui feront de votre lieu de travail un endroit bien plus enrichissant et agréable à vivre pour tous et surtout pour vous-même. La première action, elle se passe dans votre tête et elle consiste à dépasser vos premières impressions. Savez-vous combien de temps il faut pour se former une opinion sur un inconnu? 1/10 de seconde. Inconsciemment, nous classons les personnes de manière automatique, utilisant des critères facilement observables, comme la taille, la couleur de la peau, le sexe, l'âge. Ce mécanisme de catégorisation nous aide à faire face à la complexité du monde, mais il est aussi à l'origine des préjugés. Nous aimerions tous, pour la plupart d'entre nous, ne pas avoir des préjugés, n'est-ce pas? C'est peut-être notre intention à un niveau conscient, mais notre inconscient qui dicte nos comportements, 95% du temps, lui, il est tout le temps en train de juger les gens sur des apparences qui peuvent être trompeuses. Et personne n'est à l'abri. Une fois, j'ai parlé avec une réceptionniste qui était malvoyante. Et elle me disait que même elle pouvait juger les gens avant de les connaître, en fonction du ton de leur voix. L'université de Harvard a mis au point un outil incroyable. Ça s'appelle le test d'association implicite, qui permet de mesurer nos préjugés inconscients, ou comme le disent très joliment les scientifiques, nos biais inconscients dans différentes catégories. Par exemple, vous pouvez mesurer si vous avez ou non des biais inconscients négatifs ou positifs d'ailleurs envers les gens en fonction de leur poids, en fonction de leur âge. Et justement, vous attendez un instant? Est-ce que vous m'écouteriez différemment si j'étais plus âgée? Saviez-vous que selon les groupes de recherche Orage, l'âge est le premier facteur de discrimination en Europe? Et si j'étais noire, est-ce que vous m'écouteriez de la même façon? Peut-être que si j'étais noire, je ne serais même pas là. Vous savez pourquoi? Selon l'Observatoire des discriminations, en France, ACV égale, une personne avec un nom africain
a 3 fois moins de chances de se faire embaucher qu'une personne avec un nom européen. Alors maintenant, est-ce que vous m'écouteriez de la même façon si j'étais un homme? Alors j'ai un style, vous avez dû remarquer, j'ai un style de communication qui est très doux, que l'on retrouve plus fréquemment chez les femmes. Et dans nos sociétés, on confond souvent douceur et faiblesse. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes sont moins choisies pour les postes de direction. Une fois, j'avais un chef américain qui m'a appelé et qui m'a dit « Thaïs, j'ai besoin de te parler ». J'ai eu peur, mais il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Je voulais m'excuser auprès de toi, car quand j'étais embauchée, j'avais beaucoup de doutes sur ta capacité à mener notre stratégie. Tu avais l'air trop gentil. Et le temps m'a montré à quel point je me suis trompée sur tes capacités. » Mon ancien chef, lui, il a su dépasser ses premières impressions et il m'a donné une chance, la chance de les surprendre. Ça paraît évident, n'est-ce pas? Mais dites-moi, vous, c'est quand la dernière fois que vous avez dépassé vos premières impressions et que vous avez donné une chance à quelqu'un, la chance de vous surprendre? Autrement dit, c'est quand la dernière fois que vous avez remarqué la petite voix critique dans votre tête et que vous n'avez pas suivi, vous ne l'avez pas suivi. Alors passons à la deuxième action. Celle-ci, elle est externe et elle consiste à aller à la rencontre des gens qui ne vous ressemblent pas. Inconsciemment, nous balayons constamment l'environnement à la recherche des signes de danger. Cela fait partie de notre instinct de survie. Mais c'est aussi à cause de cela que nous avons une tendance à voir les personnes différentes de nous, d'un point de vue inconscient, à les voir comme des menaces. Et donc nous avons une tendance à nous mettre en relation avec les gens qui sont comme nous, du même milieu socio-économique, avec les mêmes origines, les mêmes goûts que nous, et ainsi de suite. C'est ce que les scientifiques appellent le biais d'affinité. Et tout le monde est sujet au biais d'affinité, moi y compris. Une fois, je suis allée dans une convention des cadres dirigeants dans laquelle il y avait beaucoup d'hommes. Et petit à petit, sans me rendre compte, je me suis rapprochée des rares femmes présentes. Et au bout d'un moment, toutes les femmes se sont retrouvées ensemble. On comprend que cela puisse arriver de temps en temps, mais à répétition, ça peut être très nuisible. Personnellement, ma plus grande expérience d'inclusion et d'appartenance en entreprise s'est passée dans un endroit où les gens, ils venaient vers moi, ils ne me connaissaient pas forcément, ils passaient à me dire bonjour, ils m'invitaient à prendre un café, à déjeuner ensemble. Et c'était des collègues très différents de moi, ils pouvaient être plus jeunes, plus âgés, ils venaient d'autres départements, ils avaient d'autres niveaux hiérarchiques que moi. L'inclusion, elle se concrétise dans ces petits moments d'interaction de la vie de tous les jours. Certaines entreprises essayent de favoriser ces échanges qui sont source de bien-être et d'innovation. Par exemple, chez Pixar, les toilettes se trouvent à un emplacement central. Vous savez pourquoi? Pour que les collaborateurs de tous horizons convergent vers un même endroit et se rencontrent. Il y a des grands groupes qui utilisent des applications mobiles pour mettre en relation les collaborateurs à la recherche des collègues pour aller déjeuner. Mais rien ne peut remplacer votre volonté d'aller vers les gens. Ça paraît évident, n'est-ce pas? Mais dites-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez déjeuné avec un collègue que vous ne connaissiez pas très bien? C'est quand la dernière fois que vous avez entamé la conversation avec quelqu'un de différent dans votre lieu de travail? Et quand vous voyez quelqu'un de nouveau ou de différent, qu'est-ce que vous faites pour que cette personne se sente la bienvenue? Dépassez vos premières impressions
et aller à la rencontre des personnes qui ne vous ressemblent pas. Ces deux actions, l'une interne, l'autre externe, elles sont simples, sont très simples, mais elles ne sont pas faciles. Car elles nous demandent de débrancher notre pilote automatique et de sortir de notre zone de confort. Mais ensemble, ces deux actions peuvent reprogrammer notre cerveau, élargir notre zone de confort et même, écoutez bien, elles peuvent nous rendre plus intelligents et plus créatifs selon des chercheurs de l'Université de Columbia. Avant de vous quitter, je vous propose de faire deux choses très concrètes. La première, c'est d'aller sur Google et de taper Harvard, test d'association implicite, et de faire un test dans la catégorie de votre choix. Vous allez être surpris. Et la deuxième chose, toute simple, c'est d'inviter un collègue que vous ne connaissez pas très bien à prendre un café. Les enfants italiens, ils ont peut-être entendu leurs parents dire « ne parle pas à des inconnus ». En tant qu'adultes, nous devons faire exactement le contraire, parler à des inconnus. Car, comme l'a si bien dit Victor Hugo, le bonheur se cache parfois dans l'inconnu. Merci.